Mon invité aujourd'hui est administrateur d'une association, ma foi, un peu originale. Ça va être l'objet de cette émission avec Mathieu Jacot aujourd'hui, qui est ingénieur de formation, ingénieur et diplômé de sciences politiques à Paris. Mathieu Jacot, bonjour. Bonjour. Alors cette association un peu particulière s'appelle Réseautom. Vous allez tout de suite nous expliquer en quoi ça consiste, Mathieu Jacot. Simplement, c'est du covoiturage high-tech ou covoiturage dynamique en temps réel. L'idée, c'est d'utiliser les nouvelles technologies dont on dispose aujourd'hui pour faire que le covoiturage se développe, parce qu'aujourd'hui, il reste très confidentiel, il est très peu utilisé parce qu'il est très contraignant. Et en fait, on a tous les outils disponibles pour le rendre beaucoup plus convivial. Alors le covoiturage, c'est quoi précisément? Le covoiturage, c'est simplement faire le constat qu'au départ, quand les premiers véhicules sont sortis, il existait un véhicule par quartier ou par village. Covoiturage, c'est simplement le fait de partager la voiture, en fait. Exactement, c'est d'être ensemble dans une même voiture. Et les voitures sont faites pour ça. On n'a pas une seule place dans une voiture. Hein. Bien vu, oui. Et donc... C'est vrai qu'on est nombreux quand même à être seul au volant de sa voiture. On le voit d'ailleurs aussi bien à Nancy que dans les grandes villes que partout, notamment au moment des embouteillages. Il y a le chauffeur et puis le reste c'est vide, quoi. Hein. Exactement. Je crois que la moyenne nationale, le taux d'occupation en fait des véhicules de manière nationale et sur toute l'année, c'est de 1,3. Ça veut dire que quand on va au travail, c'est même moins que ça. Donc ça veut dire que plus de 90% des gens se rendent seuls au travail. Alors avec 0,3 de passagers. Oui, c'est ça. Voilà. Ça fait en fait 13 passagers pour 10 voitures. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, non, c'est même moins que ça. Hein. Ça veut dire que une fois sur 10, il y a deux personnes dans la voiture. Quoi. Et en fait, le constat quand vous êtes dans les embouteillages le matin, essayez de compter le nombre de voitures où il y a plusieurs personnes et vous ferez vite le calcul. Vous vous rendrez compte que en gros c'est ça. Il y a deux personnes. Et alors le rapport entre le covoiturage et le développement durable? Tout simplement, c'est que... c'est très naïf comme question. Oui, bien sûr. Tout simplement, c'est que au lieu d'utiliser deux voitures, on va utiliser une seule voiture. Donc, on va diviser immédiatement par deux la consommation de pétrole, de carburant. Et donc, du coup, on va diviser par deux les émissions polluantes, que ce soit le CO2 avec l'impact sur l'effet de serre, mais aussi tous les autres rejets dont on parle souvent moins. C'est une forme de transport en commun, finalement, à partir de son véhicule personnel. Exactement. Alors l'idée n'est pas non plus, avec un système de covoiturage, de concurrencer les transports en commun. Il faut bien avoir les proportions en tête. Hein. Il y a entre 70 et 80% des flux de transport se font, et même je crois que c'est même plus que ça, je crois même que c'est jusqu'à 90% des flux de transport se font en voiture, en véhicule, et elles ne se font pas en transport en commun. Donc la marge de manœuvre pour gagner sur le transport en commun, y compris en passant par les véhicules privés, elle est énorme. Alors ça c'est le principe, donc c'est le fait de partager sa voiture et de proposer d'emmener quelqu'un d'autre avec soi dans la voiture. Ça c'est le principe. Oui. Alors ça existe déjà, Mathieu Jacot? Oui, tout à fait. Alors ça existe de tout temps. Hein. Comme je vous le disais au départ, la voiture, elle était faite pour partir ensemble. Et d'ailleurs, c'était aussi un vecteur de lien social parce que on ne partait pas tout seul avec sa voiture. Dès qu'il y avait un trajet à faire, tout le village le savait ou tout le quartier le savait. Et puis dans le temps, il y avait des stoppeurs, des autostoppeurs. On en trouve quand même de moins en moins. Exactement. Alors maintenant, si on remonte effectivement dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'autostoppeurs. En même temps que le développement du véhicule, du nombre de véhicules vendus, on avait un nombre d'autostoppeurs qui était important. Et c'est d'ailleurs dans les années 70 que le concept de covoiturage est né. Je crois qu'il est né d'abord au Canada et il s'est retrouvé en France avec des pionniers qui aujourd'hui ont un site internet je crois que c'est Allostop. Alors quand je dis que ça existe déjà, on va pas forcément les citer, mais il y a une dizaine de sites internet qui proposent en fait déjà du covoiturage. Oui, c'est exact. En fait, qu'est-ce que c'est un site internet de covoiturage? C'est simplement de dire, il y a des gens qui potentiellement peuvent rouler ensemble, mais ils se connaissent pas. Donc, on va faire un système de petites annonces. Et maintenant, avec Internet, c'est plus facile de faire des systèmes de petites annonces sur Internet que de les faire sur les petites annonces traditionnelles dans le journal local. Mais ça ferait cher aussi pour le kilomètre. Et ça ferait cher pour le kilomètre, mais cela dit, ça existe toujours. On voit, par exemple, dans le public des étudiants ou dans les communes, on voit toujours une petite affiche
je me rends au travail tel jour, est-ce que je peux pas trouver une voiture, etc. Donc en fait, il y a deux démarches, Mathieu Jacot. Il y a le déplacement quotidien, la personne qui se rend à son travail, qui fait 20-30 km, et puis il y a aussi le déplacement du professionnel ou privé qui va de Nancy à Paris une fois le temps. Oui, c'est ça. C'est vrai que, et jusqu'à présent, les sites internet de covoiturage qui sont des sites de petites annonces pour que les gens se rencontrent, entre guillemets, pour faire du covoiturage, ça vise finalement et ça fonctionne d'abord sur des trajets ponctuels. Vous voyez beaucoup de Paris-Bordeaux, de Nancy-Lyon, de Brest-Bordeaux. Donc ça fonctionne pas mal parce que ce sont des grands trajets sur lesquels vraiment on a envie de faire une économie. On sait qu'on va partir à l'avance, donc on s'inscrit sur le site internet longtemps à l'avance. Donc ça fonctionne bien pour ce genre de trajet. Par contre, pour les trajets quotidiens, c'est là que le potentiel est le plus important. L'essentiel de nos trajets, c'est le trajet domicile-travail. Je crois que la moyenne nationale de domicile-travail, c'est 25 km aller. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel de partage de kilomètres qui est énorme. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et les sites internet de covoiturage classiques jusqu'à présent travaillent aussi sur ce créneau-là. Mais pour un certain nombre de contraintes, n'arrivent pas à décoller en fait. Et donc... Alors vous proposez justement dans l'association Réseautom de décoller. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mathieu Jacot, administrateur, je le disais, de l'association Réseautom. Alors ça s'écrit RESAUTOM. Autant donner tout de suite, l'adresse internet c'est www.reseautom.com. Justement, quelle est la différence avec votre association et votre projet par rapport à ces sites de petites annonces qu'on vient d'évoquer ? L'idée essentielle, c'est de dire que, en gros, sur les sites internet de covoiturage, c'est d'abord le passager qui va chercher une voiture. Et par contre, vous regardez le potentiel de voitures qui sont dans la rue chaque jour, sur les routes chaque jour, ils sont pas sur les sites internet. Pourquoi ? Parce que on va pas s'amuser chaque matin quand on part à s'inscrire sur un site internet pour savoir si potentiellement il n'y a pas quelqu'un dans le secteur qui pourrait partir avec vous. Surtout comme moi, on est très souvent en retard, donc on n'a pas le temps de faire en plus cette recherche-là. Voilà, exactement. Donc l'idée, elle est simplement de dire, si on équipe les voitures d'un système, d'un récepteur GPS et d'un émetteur de cette position vers un serveur, on va être capable de détecter l'ensemble des voitures qui vont dans une direction donnée. Et si l'ensemble de ces voitures-là qui vont dans une direction donnée sont inscrites sur un serveur, une fois pour toutes, on va pouvoir dire à n'importe quel passager qui fait une demande à ce serveur, par Internet, par le téléphone, on va pouvoir lui dire, effectivement, on a actuellement des voitures dans le secteur, et on est même capable d'envoyer un signalement aux voitures, tout comme ça fonctionne pour les taxis finalement. L'objectif n'est pas de remplacer les flottes de taxis, puisque nous, on veut faire du trajet, des longs trajets, mais c'est la même qualité de service finalement que pourraient donner des taxis, sauf que les taxis, c'est chacun de nous, automobilistes, qui faisons office de taxi et qui partageons le trajet avec un passager. Alors j'avais prévu de voir dans le détail le fonctionnement un peu plus tard dans l'émission, mais je crois que pour qu'on comprenne bien le principe, alors le principe on l'a compris, néanmoins de façon là cette fois-ci pratico-pratique, comment ça marche ? Alors, pour l'instant, c'est à l'état de projet, on a bien compris, mais vous allez nous expliquer que le projet est déjà bien avancé, Mathieu Jacot. Alors, aujourd'hui, comment ça va ? Alors, le principe, on l'a compris encore une fois, très concrètement, comment ça va marcher ? Alors on va se projeter à horizon 1 an, puisque l'objectif est de faire une expérimentation à grande échelle d'ici là 1 an. Donc, l'idée, c'est d'équiper donc les automobilistes d'un équipement. Donc ceux qui le veulent, il faut être volontaire, bien sûr. Il faut être volontaire. En attendant que ce soit peut-être monté en série un jour sur les voitures. Voilà, exactement. Mais ne gardons pas cette perspective-là en ligne de mire. Il y a des technologies qu'on n'imaginait pas qu'elles seraient intégrées dans les voitures. Aujourd'hui, la plupart des voitures sont équipées d'un GPS intégré. Donc on pourrait imaginer que dans 10 ans, et nous on le souhaite bien sûr, que les automobilistes, les constructeurs intègrent directement ce type de service. Bon, mais en attendant, il faudrait qu'ils nous laissent travailler et qu'ils nous laissent développer la solution. Alors la solution, c'est effectivement, avant que ça soit intégré, c'est de s'équiper d'un système embarqué. Donc c'est un petit boîtier, un peu comme un petit téléphone portable embarqué, quoi. Exactement. Alors on pourrait même imaginer que ce soit les téléphones portables à terme. Aujourd'hui, nous, dans le cadre de l'association, on ne travaille pas sur le développement des téléphones portables parce que les téléphones portables sont tellement multiples, ont des systèmes d'exploitation, des systèmes logiciels intégrés sur les portables qui sont tellement divers qu'on ne peut pas développer toutes les solutions qui vont tourner sur tous les téléphones portables avec tous les types d'opérateurs. Mais le cœur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hard en informatique, il est le hard d'un téléphone portable qui est équipé d'une antenne GPS. Donc on équipe. Donc je suis automobiliste, voilà. J'ai acheté ce petit boîtier. Alors pour l'instant on le trouve pas encore dans le commerce, mais on vous souhaite que ça puisse se faire rapidement. Et j'achète donc ce boîtier, et je l'installe dans mon auto. Et après ?
Et ensuite, vous n'avez plus rien à faire, mis à part l'allumer. Ça, c'est bien, ça. Mis à part l'allumer quand vous voulez dire, je rentre dans le réseau. D'ailleurs, c'est de là dont vient le nom de l'association. Réseautom, il y a une notion de réseau, d'automatisme, d'automobile. Donc, vous voulez rentrer dans le réseau de covoiturage, vous êtes inscrit au préalable pour qu'on sache quand même qui vous êtes. Il ne s'agit pas non plus que vous soyez un dangereux personnage et un fou de la route. Voilà. Et donc, si vous allumez l'appareil, vous êtes connecté, à ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est ensuite le passager éventuellement qui cherche une voiture pour aller dans une direction donnée, va lui appeler le serveur. Donc lui, il a aussi un petit boîtier ? Non, il a besoin de rien, lui. Pour lui, le service est quasiment gratuit au sens où il n'a pas d'équipement matériel à avoir. Il appelle comment ? Avec un portable, avec un Internet Il appelle avec un portable. Alors après, toutes les solutions sont imaginables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va se connecter sur un serveur, il peut l'appeler avec une ligne fixe et tomber sur une hotline ou un serveur vocal, ou alors il va utiliser le WAP, c'est-à-dire Internet sur son téléphone mobile, ou alors il va directement sur Internet depuis son bureau ou depuis la maison. Donc tous les modes de communication existants aujourd'hui seront utilisables par le passager à terme. Et lui, il va simplement dire, voilà, moi je suis à tel endroit et je veux partir et je veux aller à tel endroit. Et à ce moment-là, le système, le cœur de la technologie que l'association est en train de développer, va traiter la demande. Ça, c'est votre différence avec les sites actuels, c'est-à-dire que cette recherche-là va être automatisée. C'est ça, une recherche automatisée et en temps réel. C'est-à-dire que le passager peut très bien dire, moi je veux partir dans 3 minutes là. Et faites-moi le constat de ce qu'il y a sur la route et dites-moi s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Et à ce moment-là, les voitures, il va y avoir un traitement aussi intelligent pour savoir quelle est la voiture la plus proche du passager, quelle est celle qui fera le détour le moins important. On peut m'imaginer qu'ils choisissent le type de voiture, la couleur de la voiture, si vous voulez aller jusque-là, mais ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Ah oui, et justement, il faudrait faut même se mettre des contraintes à ce niveau-là, parce que on pourrait vite dériver et demander des choses, des contraintes particulières sur les conducteurs. Donc il ne s'agit pas non plus de faire de ségrégation. Et puis de toute façon, on va constituer une base de données. On a quand même la CNIL qui est là pour veiller à ce que les informations restent privées. Donc il y a un certain nombre d'informations que volontairement, effectivement, on ne mettra pas dans la base de données. Mais on peut quand même imaginer de faire des rapprochements entre passagers et conducteurs en fonction de l'employeur, par exemple. On peut imaginer... peut-être du centre d'intérêt. Je veux dire, si on fait un Paris-Nancy ou un Nancy-Paris, on a peut-être intérêt à avoir peut-être les mêmes centres ou les mêmes loisirs, je sais pas, les mêmes centres d'intérêt. Voilà. Donc l'idée, c'est que ce sont des critères de sélection, mais qui seront secondaires. Le premier critère, c'est d'abord de trouver... Air France le fait, je crois déjà, sur ses vols long courriers. Alors donc à ce moment-là, le passager ou l'automobiliste sont avertis qu'ils sont en contact quelque part. Si jamais il y a effectivement correspondance de trajet, donc ça nécessite aussi qu'il y ait suffisamment de voitures à un moment donné dans un secteur donné. D'où l'importance aussi de densifier le réseau et d'avoir des réseaux sur un axe routier donné avec un nombre de véhicules suffisant et de pas dire on va partir tout azimut, parce que le risque c'est d'avoir des passagers qui appellent le service, ils disent oui il y a une voiture mais elle est à 200 km de là, et à ce moment-là on a perdu notre pari. Donc densifier le nombre de voitures sur des axes donnés et informer les passagers que sur cet axe il y a un service qui existe. Et donc à ce moment-là, donc s'il y a correspondance, et on espère bien qu'il y aura correspondance à chaque fois pour les passagers, le conducteur dans sa voiture reçoit un petit message, un petit bip sur son téléphone ou son boîtier, et qui lui indique passager à prendre à tel endroit. Et là, il fait le taxi, effectivement. Là, c'est un peu, ça nous rappelle violemment le principe du taxi, quoi. Voilà, mais bon, dans les limites d'une activité qui est non commerciale. On est bien dans le cadre d'un partage de frais. L'idée est de dire que, vous avez un passager à prendre, est-ce que vous prenez ou pas? Si vous répondez oui en direct sur votre boîtier, en appuyant sur un simple bouton, ou sur l'écran de façon tactile, à ce moment-là, vous allez déclencher un signal, un SMS tout simplement, si la personne, ou un email à la personne qui a fait la demande, ou éventuellement un coup de fil si c'est passé par un centre d'appel. Et le passager, on lui indique qu'effectivement, on a trouvé une voiture qui se tienne prêt à telle heure et à tel endroit. Alors moi, je suis absolument bluffé par ce projet. Je le trouve même tellement surprenant et tellement intéressant que je suis même surpris, mais on en parlera tout à l'heure, du fait que ça n'existe pas encore. Et vous allez nous expliquer aussi comment vous allez développer tout ça. En attendant, Mathieu Jacot, j'ai un premier client pour vous.
sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'avais perdu l'habitude, le sentiment profond de solitude. Je ne m'apercevais pas que tu étais derrière chacun de mes pas. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'ai fait mon malheur. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées, oh baby. J'aurais vu de tout toi s'immiscer. Durablement vôtre, Eric Michler. C'était Gérald de Palma sur la route. Nous sommes sur la route avec Mathieu Jacot, administrateur de l'association Réseautom, qui se lance dans un fabuleux projet de covoiturage. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans votre projet, c'est cette dimension développement durable high-tech. Hein. On est très loin du retour en arrière, on est carrément projeté dans l'avenir. Alors, dites-moi, Mathieu Jacot, pour avoir un tel projet, il faut des ingénieurs. Alors, vous en êtes un, ça tombe bien, mais j'imagine quand même qu'il faut un savoir-faire technologique important, énorme. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi, entre guillemets, la difficulté à laquelle on est confronté actuellement, c'est qu'il y a un investissement de départ, parce que là, je vous ai décrit un fonctionnement idéal, Oui. et le fonctionnement idéal sur le papier. Alors, on a quand même un prototype, ce qui est pas rien, et on a dû faire appel à des compétences qui étaient extérieures à celles de l'association. Par exemple. Il y a des personnes de l'université Henri Poincaré qui nous ont aidés, un enseignant et des stagiaires de licence professionnelle qui nous ont aidés sur le sujet, qui nous ont permis de développer un prototype. C'est important parce que quand on le décrit comme ça, et comme on est en train de le faire aujourd'hui à la radio, on peut se dire c'est génial, mais en même temps, on a besoin de voir que vraiment ça peut marcher. Oui. Et donc, bien vous croire. voilà. Et donc le prototype permet aux gens qu'on rencontre de leur dire écoutez, maintenant on vous a expliqué, vous êtes peut-être crédule. Regardez le prototype, ça fonctionne. Mais bon, le prototype, il a ses limites, et il faut qu'on aille vraiment vers un outil série. Alors justement, est-ce qu'à ce stade-là, une association, Mathieu Jacot, est-ce que c'est vraiment le statut juridique, parce que quelque part, c'est une start-up là que vous lancez? Oui, d'une certaine manière, oui. Alors pourquoi une association? Tout simplement parce qu'on a quand même un projet d'intérêt général. L'objectif, faut pas l'oublier, c'est quand même de réduire les émissions de CO2. L'objectif de l'association, c'est pas uniquement le covoiturage et la technologie que je vous ai décrite, c'est de toute façon de travailler sur les mentalités et de travailler sur les alternatives au tout automobile. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, on a choisi de développer cet axe-là parce qu'il est important, parce qu'il y a une réelle opportunité, mais c'est l'ensemble de la dynamique de déplacement autrement qu'on veut essayer d'impacter. Encore que l'entreprise peut aussi servir à ça, mais c'est un autre débat. Hein. Oui, alors non, mais pour répondre complètement à votre question, il est certain que avoir une association, c'est pas exclusif
de fonctionner avec et un projet d'intérêt général. Mode d'entreprise, oui. C'est pas exclusif de fonctionner avec une entreprise. Justement, pour ce projet de mise en commun des trajets, on l'a bien compris, Mathieu Jacot, il vous faut combien aujourd'hui d'argent ? Si vous voulez, si on étudie, si on a un modèle économique comme on le fait dans l'entreprise, ce qu'on appelle les business plans, si on étudie le modèle économique et qu'on imagine qu'il se développe sur l'ensemble du territoire français, par exemple, il nous faut investir dans les 3 prochaines années entre 400 et 600 000 euros. Donc c'est rien. Voilà, c'est plutôt alors, ridicule. Où vous en êtes, alors on a bien compris le projet technologique, on va dire, sur le plan justement des moyens financiers, des partenariats, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a un certain nombre de partenaires qui croient au projet et qui sont aussi intéressés par la dimension sociale du projet. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'on pourra potentiellement aussi aller chercher des passagers qui n'ont pas de voiture, qui sont sans permis, qui ont des horaires atypiques, qui sont enclavés en zone rurale. Donc cette dimension-là, elle intéresse. Le fait qu'on ait une démarche avec une association et de pas dire on va tout de suite attaquer avec une entreprise. Et c'est le côté bien sympa de l'association. Oui. C'est le côté sympa de l'association et on veut essayer de sauvegarder ça. C'est-à-dire que même si une entreprise se monte, comme c'est très probable, pour financer l'investissement initial, l'objectif c'est de rester dans le champ de l'économie sociale et ça intéresse aussi nos partenaires. Alors le Conseil général a commencé à nous donner un petit coup de pouce. Ici en Meurthe-et-Moselle. Mais bon, il faut que ça aille plus loin parce que le Conseil général, comme les autres collectivités locales, on le sait, sont un peu prises à la gorge en termes de finances et la crise là-dessus aussi ne va pas trop aider. La crise financière ne va pas trop aider. Il y a des fondations. Encore que c'est une réponse aussi à la crise financière parce que le budget auto dans un ménage, c'est énorme. C'est vrai. C'est pour ça que nous, la crise, entre guillemets, ne nous affecte pas. C'est-à-dire que, au contraire, on donne des réponses concrètes à la crise. Mais allons savoir si la crise n'est pas une première crise de développement durable. Mais ça aussi, c'est notre sujet. Donc, quelque part, ça vous pousse dans le dos, cette affaire-là. D'autres partenaires ? Mathieu Jacot. Oui, alors il y a des fondations qui ont accepté au moins une fondation qui a accepté de travailler avec nous. Et puis on vient de remporter un prix, un premier prix. Il y a un membre de l'association qui a postulé sur un prix étudiant de l'économie sociale. Et donc ça va nous donner un coup de pouce. Il y a aussi la région Lorraine. On a déposé un dossier à la région Lorraine qui est en cours d'instruction, qui devrait permettre de financer un premier emploi. Donc on a un certain nombre de partenaires qui sont déjà engagés dans l'affaire. Mais c'est sûr qu'il faut que ça aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire et assez rapidement. Donc le projet aujourd'hui, il en est où ? Vous parliez d'un an, avec des expériences peut-être qui vont démarrer, parce que j'imagine qu'il faut effectivement beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens qui participent à l'opération pour que ça fonctionne dès le départ. Oui, alors c'est vrai que ce qui a intéressé les partenaires, c'était de tester la solution sur un territoire donné qui a une problématique par rapport à la mobilité. Et par exemple, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle, au départ, mais aussi avec d'autres partenaires, puisqu'il a réussi à faire adhérer au projet un certain nombre de partenaires dans une logique de développement du covoiturage sur un territoire donné. C'est le territoire, c'est l'ensemble du Nord Lorrain et notamment la cible des travailleurs frontaliers qui se rendent chaque jour au Luxembourg. Et c'est vrai que donc l'idée c'est de développer des solutions en termes de covoiturage, des parkings, des solutions y compris site internet pour favoriser le covoiturage dans ce secteur-là pour ces travailleurs frontaliers. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi quand vous pique l'idée qui est finalement déjà là que vous nous exposez depuis une vingtaine de minutes, est-ce qu'il n'y a pas le risque de gros opérateurs qui vous finalement trouvent le projet très sympa et qui se l'accaparent ? Le risque est certain. Cela dit, notre chance c'est d'avoir une petite avance sur le fait que justement on travaille avec un certain nombre de partenaires et que c'est pas un projet qu'on peut faire de façon désincarnée. Vous pouvez faire une campagne de pub énorme et faire croire à tout le monde que ça va marcher. Tant que vous n'avez pas vu que ça marche, vous n'allez pas le faire. Donc nous, notre intérêt c'est d'avoir une approche territoriale, de convaincre les gens localement, les organisations, les entreprises, les collectivités locales, pour dire il faut absolument qu'on démarre sur un axe routier. Et on va proposer le service sur un axe routier, une destination, et ensuite on va étoffer le réseau progressivement. Moi je suis convaincu, Mathieu Jacot, je trouve cette idée vraiment formidable. On peut trouver les renseignements sur votre projet sur le site internet www.resautom.com. C'est déjà la fin de cette émission avec vous, Mathieu Jacot. Un coup de gueule, vous savez que c'est le moment où vous avez quelques instants pour vous dire quelque chose qui vous agace au quotidien sur le développement durable, pas forcément d'ailleurs sur la voiture, parce que là j'imagine qu'il y a beaucoup de sujets, sur n'importe quoi d'autre. Là, profitez de l'occasion de pouvoir accéder au micro.
Eh ben, alors, j'ai été un peu surpris par cette question au départ mais bon, j'ai eu le temps d'y réfléchir en un quart d'heure et il se trouve qu'on vient de passer à l'Assemblée nationale le texte sur le Grenelle de l'environnement, le Grenelle 1, oui. Dit Grenelle 1 et le coup de gueule c'est simplement de dire que alors qu'on est en crise financière, on avait une possibilité de dire il faut réorienter complètement l'économie. On avait un certain nombre d'amendements, je crois qu'il y en avait 700 en tout des amendements pour améliorer et pousser et aller dans le sens du Grenelle et finalement on a eu des amendements qui ont donné un Grenelle à minima et ça c'est bien regrettable, c'était l'occasion unique pour faire une économie verte et durable et ça n'a pas été saisi alors que ça aurait pu l'être. Écoutez, que les parlementaires de Lorraine et de France et de Navarre vous entendent, mais vous avez tout à fait raison, je trouve que c'était un coup de gueule intéressant, je trouve qu'on gueule pas assez, peut-être, sauf dans cette émission. Merci à vous Mathieu Jacot d'être passé nous voir, je rappelle que vous êtes administrateur de Réseautom, toutes les informations sur www.réseautom.com. En ce qui nous concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle simplement que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. Merci, à la semaine prochaine.